5h47 du matin. Un signal traverse les lignes sécurisées du Kremlin. Une directive classée. Quelques mots froids, précis, qui suffisent à faire frissonner les analystes, les plus aguerris. Livraison possible d'ogives stratégiques, cible, République islamique. Le monde encore endormi ne réalise pas qu'un basculement est en cours. Pas dans des années. Maintenant, à cet instant précis, quelque chose de fondamental est en train de se fissurer. Les équilibres laborieusement maintenus depuis la guerre froide, les tabous internationaux sur la prolifération nucléaire, les lignes rouges diplomatiques que plus personne n'osait franchir, effacées d'un simple accord entre deux puissances. Et si ce n'était plus une menace théorique? Et si Moscou, défiant ouvertement Washington, Bruxelles, Tel Aviv, décidait de faire de l'Iran une puissance nucléaire à part entière? Ce ne serait pas seulement une provocation, ce serait un signal, un cri lancé au monde. Le temps des équilibres imposés par l'Occident est terminé. La suite, personne ne la connaît, mais chacun la redoute. Car derrière ce transfert d'armement, il y a des conséquences que personne ne pourra contrôler. Alliances barbares secrètes qui se révèlent, puissantes encore silencieuses qui s'éveillent, et des millions de civils coincés entre les discours et les missiles. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu sens que quelque chose se prépare. Tu veux comprendre ce qui se cache derrière les titres, derrière les tensions officielles. Tu veux savoir ce que personne n'ose dire clairement. Alors reste. Reste pour voir ce que la plupart refusent de regarder. Et si tu veux que la vérité circule au-delà de cet écran, like cette vidéo, partage-la à ceux que tu aimes. Et dis-moi en commentaire « paix et justice » si toi aussi tu refuses que le monde devienne une poudrière silencieuse. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il a simplement parlé. Dmitri Medvedev, ancien président russe. Vice-président du Conseil de sécurité. Une figure qui pèse dans les couloirs sombres du pouvoir russe. Ce n'est pas un diplomate isolé, ni un général agité. C'est la voix du Kremlin, amplifiée. Et ce qu'il a dit a glacé les chancelleries. Nous pourrions envisager de fournir à nos alliés des capacités dissuasives avancées, y compris nucléaires, si la situation l'exige. Pas de pays nommé, pas de cible précisée. Mais tout le monde a compris. L'Iran. Ce mot n'a même pas besoin d'être prononcé pour déclencher un frisson à Washington, à Paris, à Riyad. Car les analystes, les stratèges, les diplomates savent lire entre les lignes. Et dans cette phrase ambiguë, il y a une promesse, une menace. Et peut-être un plan déjà en route. Le timing n'est pas innocent. L'Iran vient de subir des frappes. Son programme nucléaire est sous le feu. Son régime est acculé. Et voilà que Moscou, en pleine confrontation avec l'OTAN, tend la main. Ou tend la mèche. Le monde s'est habitué à la tension, à la peur, aux menaces. Mais là, quelque chose bascule. Ce n'est plus une guerre froide, ce n'est plus de la dissuasion abstraite. C'est une diplomatie nucléaire en action, à découvert. Ce que Medvedev a dit, ce qu'il a osé dire, entre dans l'histoire. Pas comme une hypothèse, mais comme un signal. Un seuil franchi, une ère ouverte. Et personne ne sait comment la refermer. Téhéran, un ciel lourd, silencieux, sans drone apparent. Pourtant, en dessous, les machines tournent. Les centrifugeuses ne dorment jamais. Elles bourdonnent comme un avertissement, un secret qu'on ne peut plus enterrer. Depuis plus d'une décennie, les regards du monde entier convergent ici. Pas pour le peuple. Pas pour les montagnes ou les marchés, mais pour ce que contient le sol, ce que cachent les bunkers, ce que protègent les missiles. Les Occidentaux parlent de menaces, les Iraniens parlent de souveraineté. Entre les deux, un gouffre rempli de soupçons, de rapports classés, de frappes nocturnes et de négociations avortées. Washington ne croit plus au discours. Alors Washington frappe. Discrètement, stratégiquement. Des sites touchés, des ingénieurs ciblés, des silos détruits. Les dommages sont dissimulés, mais les messages sont clairs. On vous surveille, on vous freine, on vous craint. Et malgré tout, l'Iran avance. Parce qu'il n'a plus le choix. Parce qu'un pays encerclé ne recule pas. Il s'endurcit. Et pendant que les sanctions étranglent, que les menaces pleuvent, que les alliés se font rares, Téhéran cherche une issue. Pas vers l'ouest, vers l'est. Vers ceux qui ont la puissance et la rancune. Moscou, Pyongyang, Islamabad. Dans ce jeu, il n'y a plus d'innocents. Chaque geste est une provocation. Chaque silence est une stratégie. Chaque accord est un calcul.
Le Moyen-Orient est un baril d'explosifs. Et la Russie, en approchant une allumette, ne fait pas que menacer, elle redéfinit les règles. Sur une carte militaire, les lignes ne sont jamais droites, elles serpentent, elles s'adaptent, et parfois, elles se rapprochent dangereusement. Ce que les chancelleries appellent aujourd'hui un rapprochement circonstanciel est en réalité un chantier souterrain, patient, presque invisible. Une recomposition, lente mais déterminée. À l'ouest, on parle encore d'isolement de l'Iran. À l'est, on bâtit une muraille, la Russie d'abord. Puissance nucléaire, puissance blessée, en guerre froide renouvelée avec l'Occident. Pour elle, soutenir l'Iran, ce n'est pas un caprice, c'est une manœuvre logique. En transférant des savoirs, des armes, de l'influence, elle affaiblit indirectement ses rivaux sans s'exposer frontalement. La Corée du Nord ensuite. Petite, isolée, mais redoutée. Maîtresse de l'escalade verbale, elle sait aussi manier la technologie. Depuis des années, elle échange, vend, troque. Missiles contre pétrole, secret contre silence. Et elle a déjà prouvé qu'elle pouvait fournir. Le Pakistan, lui, est un nœud. Frontalier, musulman, nucléaire. Il partage avec l'Iran une méfiance viscérale envers l'axe américano-israélien. Il a condamné publiquement les frappes récentes. Mais en coulisses, il offre bien plus, des canaux, des structures, une légitimité régionale. Ensemble, ces trois-là ne forment pas encore une alliance officielle. Mais tout y ressemble. Coopération croisée, déclarations coordonnées, soutiens implicites. C'est une architecture discrète mais robuste. Une digue face à l'Occident. Une forme de solidarité atomique. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un axe se forme hors des regards. Mais cette fois, les enjeux sont décuplés. Car ici, il ne s'agit pas de territoire, de commerce ou de prestige, il s'agit de feu. Du feu que seule la dissuasion nucléaire sait manipuler sans l'éteindre. Il n'y a pas de vidéo, pas de photos satellites, pas d'aveux enregistrés, et pourtant, tout le monde le sait. Depuis des années, un circuit discret, opaque, traverse les capitales de l'Est. Pyongyang, Islamabad, et désormais, peut-être, Téhéran. C'est un réseau qui ne passe pas par les traités, qui contourne les inspections, qui se joue des embargos. On l'appelle parfois le marché noir stratégique, un espace d'échange entre régimes isolés, tenaces, qui n'ont plus rien à perdre et beaucoup à gagner. La Corée du Nord en est le pivot. Maîtresse de la dissimulation, elle a construit son arsenal en silence. Puis, elle l'a monétisé. Des ogives pour l'intimidation, mais des composants, des centrifugeuses, des plans pour la vente. Le Pakistan, officiellement rangé, a pourtant un passé lourd. L'histoire d'un homme, Abdul Qadir Khan, le père de la bombe pakistanaise, mais aussi l'architecte d'un réseau de prolifération clandestine qui a, selon de nombreux rapports, livré des secrets à l'Iran et à la Corée du Nord. Des tubes, des manuels, des centrifugeuses, des hommes. Ce réseau n'a jamais été entièrement démantelé. Il s'est juste enfoncé plus profondément. Aujourd'hui encore, certaines connexions demeurent actives, silencieuses, utiles. L'Iran, étranglé par les sanctions, n'a pas d'autre choix que d'y puiser. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une constellation d'indices. Des livraisons interceptées, des ingénieurs identifiés, des laboratoires similaires. Chaque élément pris isolément ne suffit pas. Mais ensemble, ils forment un tableau qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'est plus une affaire de soupçon, c'est une mécanique. Rentrer en mouvement. Et cette fois, personne ne peut dire où elle s'arrêtera. Certains bouleversements sont visibles. Une guerre éclate, une révolution renverse un régime. Mais d'autres sont silencieux. Ils se tissent lentement à l'arrière-plan. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que le monde ne fonctionne plus selon les mêmes règles. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une crise de plus, c'est une mutation. La Russie ne se contente plus de répondre aux sanctions. Elle construit, elle rassemble, elle ouvre des routes alternatives. Et elle tend la main à ceux que l'Occident a marginalisés. L'Iran, isolé, saigné, diabolisé, y trouve un refuge stratégique, pas seulement militaire, mais idéologique. Car ce n'est pas uniquement de l'armement qu'il reçoit. C'est une reconnaissance, une place dans un nouvel échiquier. La Corée du Nord n'a jamais voulu jouer selon les règles internationales. Elle a préféré survivre, coûte que coûte. Et dans ce nouvel axe, elle n'est plus un paria. Elle devient un fournisseur, un partenaire, un modèle de résilience radicale.
Le Pakistan, avec ses ambiguïtés et ses équilibres fragiles, navigue entre prudence diplomatique et solidarité régionale. Mais son alignement moral et stratégique devient de moins en moins flou. Ces quatre nations ne forment pas une alliance officielle. Pas de pacte signé. Pas d'organisation formelle. Et pourtant, leur coordination est plus redoutable qu'un traité. Car elle repose sur une logique commune, contrer l'unipolarité, contourner l'hégémonie, défier l'ordre imposé. Ce que les chancelleries appellent aujourd'hui un rapprochement circonstanciel est en réalité un chantier souterrain, patient, presque invisible. Une recomposition. Lente mais déterminée. À l'ouest, on parle encore d'isolement de l'Iran. À l'est, on bâtit une muraille, la Russie d'abord. Puissance nucléaire, puissance blessée, en guerre froide renouvelée avec l'Occident. Pour elle, soutenir l'Iran, ce n'est pas un caprice. C'est une manœuvre logique. En transférant des savoirs, des armes, de l'influence, elle affaiblit indirectement ses rivaux sans s'exposer frontalement. La Corée du Nord ensuite. Petite, isolée, mais redoutée. Maîtresse de l'escalade verbale, elle sait aussi manier la technologie. Depuis des années, elle échange, vend, troque. Missiles contre pétrole, secret contre silence. Et elle a déjà prouvé qu'elle pouvait fournir. Le Pakistan, lui, est un nœud. Frontalier, musulman, nucléaire. Il partage avec l'Iran une méfiance viscérale envers l'axe américano-israélien. Il a condamné publiquement les frappes récentes. Mais en coulisses, il offre bien plus. Des canaux, des structures, une légitimité régionale. Ensemble, ces trois-là ne forment pas encore une alliance officielle. Mais tout y ressemble. Coopération croisée, déclarations coordonnées, soutiens implicites. C'est une architecture discrète mais robuste. Une digue face à l'Occident, une forme de solidarité atomique. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un axe se forme hors des regards. Mais cette fois, les enjeux sont décuplés. Car ici, il ne s'agit pas de territoire, de commerce ou de prestige. Il s'agit de feu. Du feu que seule la dissuasion nucléaire sait manipuler, sans l'éteindre. Il n'y a pas de vidéo. Pas de photos satellites. Pas d'aveux enregistrés. Et pourtant, tout le monde le sait. Depuis des années, un circuit discret, opaque, traverse les capitales de l'Est. Pyongyang, Islamabad. Et désormais, peut-être, Téhéran. C'est un réseau qui ne passe pas par les traités, qui contourne les inspections, qui se joue des embargos. On l'appelle parfois le marché noir stratégique. Un espace d'échange entre régimes isolés, tenaces, qui n'ont plus rien à perdre et beaucoup à gagner. La Corée du Nord en est le pivot. Maîtresse de la dissimulation, elle a construit son arsenal en silence. Puis elle l'a monétisé. Des ogives pour l'intimidation. Mais des composants, des centrifugeuses, des plans. Pour la vente, le Pakistan, officiellement rangé, a pourtant un passé lourd. L'histoire d'un homme, Abdul Qadir Khan. Le père de la bombe pakistanaise, mais aussi l'architecte d'un réseau de prolifération clandestine qui a, selon de nombreux rapports, livré des secrets à l'Iran et à la Corée du Nord. Des tubes, des manuels, des centrifugeuses, des hommes. Ce réseau n'a jamais été entièrement démantelé. Il s'est juste enfoncé plus profondément. Aujourd'hui encore, certaines connexions demeurent actives, silencieuses, utiles. L'Iran, étranglé par les sanctions, n'a pas d'autre choix que d'y puiser. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une constellation d'indices. Des livraisons interceptées, des ingénieurs identifiés, des laboratoires similaires. Chaque élément pris isolément ne suffit pas. Mais ensemble, ils forment un tableau qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'est plus une affaire de soupçon, c'est une mécanique. Rentrée en mouvement. Et cette fois, personne ne peut dire où elle s'arrêtera. Certains bouleversements sont visibles. Une guerre éclate. Une révolution renverse un régime. Mais d'autres sont silencieux. Ils se tissent lentement à l'arrière-plan. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que le monde ne fonctionne plus selon les mêmes règles. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une crise de plus. C'est une mutation. La Russie ne se contente plus de répondre aux sanctions. Elle construit, elle rassemble, elle ouvre des routes alternatives. Et elle tend la main à ceux que l'Occident a marginalisés. L'Iran, isolé, saigné, diabolisé, y trouve un refuge stratégique. Pas seulement militaire, mais idéologique. Car ce n'est pas uniquement de l'armement qu'il reçoit, c'est une reconnaissance, une place dans un nouvel échiquier. La Corée du Nord n'a jamais voulu jouer selon les règles internationales.
Elle a préféré survivre coûte que coûte. Et dans ce nouvel axe, elle n'est plus un paria. Elle devient un fournisseur, un partenaire, un modèle de résilience radicale. Le Pakistan, avec ses ambiguïtés et ses équilibres fragiles, navigue entre prudence diplomatique et solidarité régionale. Mais son alignement moral et stratégique devient de moins en moins flou. Ces 4 nations ne forment pas une alliance officielle, pas de pacte signé, pas d'organisation formelle, et pourtant leur coordination est plus redoutable qu'un traité, car elle repose sur une logique commune, contrer l'unipolarité, contourner l'hégémonie, défier l'ordre imposé. Ce nouvel axe ne cherche pas à convaincre, il agit. Il avance dans l'ombre, sans demander la permission. Il lie ses membres par l'intérêt, le ressentiment et une vision commune. Ne plus subir. Et pendant que l'Occident débat, prévient, sanctionne, ces nations bâtissent une autre carte, un autre équilibre, un autre monde. Dans tous les graphiques, les rapports classés, les débats de sécurité nationale, il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un plutôt. La mère iranienne qui sert ses enfants chaque nuit en écoutant le bourdonnement des drones. Le médecin pakistanais qui craint qu'un jour les urgences soient moins saturées de brûlures radioactives. L'enfant nord-coréen qui ne sait pas ce qu'est l'Internet, mais qui sait où se cacher quand les sirènes retentissent. Le vieillard syrien qui regarde vers l'horizon, redoutant que la prochaine explosion n'efface les derniers vestiges de sa ville. Ils n'ont pas de siège à l'ONU. Ils ne sont invités à aucune table de négociation. Ils ne rédigent aucun communiqué. Mais ce sont eux qui paieront. La montée en puissance nucléaire de l'Iran, qu'elle soit réelle ou en projet, n'est pas une question de chiffres ou de missiles. C'est une lame qui plane au-dessus de millions de têtes. Car chaque avancée nucléaire fait naître une angoisse nouvelle. Et chaque riposte, même diplomatique, se solde tôt ou tard par une douleur humaine. Pendant que les puissances s'arment, que les alliances se dessinent, que les lignes rouges se déplacent, le peuple endure, toujours. Et derrière l'échec des sanctions, des sommets, des traités brisés, il y a une question simple qu'aucun stratège n'ose poser à voix haute. Sommes-nous encore capables de penser la paix ? Car si ce monde continue à avancer vers la dissuasion par la peur, la victoire n'appartiendra à personne. Et les ruines n'auront ni drapeau ni vainqueur. Il n'y aura peut-être pas de sirène pour prévenir, pas de grands discours télévisés pour avertir, pas de signal lumineux avant l'orage. Le monde ne bascule pas en un instant. Il glisse, doucement. Il change d'équilibre comme un funambule fatigué. Et soudain, sans qu'on s'en rende compte, ce n'est plus le même monde. Les alliances d'hier deviennent obsolètes. Les ennemis d'avant deviennent partenaires. Et la peur devient un langage universel, parlé dans toutes les capitales. Mais dans ce fracas de stratégie et de menaces, il y a encore une voix que le tumulte essaie d'étouffer. Celle de la vérité, celle du peuple, celle de ceux qui veulent vivre, pas survivre. Toi qui as regardé jusqu'ici, tu n'es pas un simple spectateur. Tu fais partie de ceux qui choisissent de voir clair là où tant préfèrent fermer les yeux. Et cette lucidité est précieuse, car elle est le début de tout changement. Alors, je te parle à toi. Si tu crois encore qu'un monde plus juste est possible, même au milieu du chaos, alors fais entendre ta voix. Clique sur « J'aime » pour que cette vidéo ne s'enterre pas dans l'oubli. Partage-la à ceux que la vérité dérange, à ceux qu'elle éclaire. Et dans les commentaires, écris ces 2 mots, paix et justice, qu'ils résonnent comme un rappel, comme un vœu, comme une invocation. Et si Allah t'en donne la force, fais cette doua en silence. Là où tu es, ô Allah, réunis les cœurs divisés, repousse les troubles et accorde-nous la paix et la justice sur chaque terre. Qu'il nous guide, nous éclaire et nous protège, avant que le bruit des armes ne couvre la voix des sages.